Je tiens à remercier mon jeune frère Jonathan Watenguenin qui a essayé de planter le décor en expliquant sur le plan du droit international, n'est-ce pas, ce qui se passe, les éléments qui régissent, n'est-ce pas, la collaboration, les accords, les coopérations entre États. C'est ça qu'on enseigne régulièrement dans les universités, dans les amphis, dans les colloques qui parlent de ces questions-là. Bon. Nous sommes sur un terrain qui est un terrain politico-diplomatique, certes, mais qui est un terrain de combat entre deux camps. Un camp qui refuse au peuple d'Afrique une quelconque indépendance et une quelconque souveraineté. Et ça donne encore beaucoup plus de sens quand nous avons l'habitude de dire sur ce plateau que les indépendances qui nous ont été octroyées en 1960 sont des indépendances factices. Ce sont des indépendances, en français facile, de fausses indépendances, qui n'ont d'indépendance que de nom. D'autres les appellent les indépendances nominales. Et non d'indépendance que de nom. Mais dans le fond, pour la puissance colonisatrice de l'époque, entre Guinée comme la France, nos États n'ont jamais été indépendants. La preuve, ils peuvent décréter. Ils peuvent décréter ce dont ils pensent qu'ils représentent la légitimité d'un peuple africain et ceux qui ne représentent pas cette légitimité. C'est de la fanfaronnade, mais c'est aussi de la provocation en plein XXIe siècle. Et les buts objectifs à atteindre sont simples. Il faut créer une situation d'une étincelle qui va enfin provoquer la guerre. Parce qu'ils ont mis tous les moyens diplomatiques, tous les moyens de corruption de nos élites, en commençant par l'Union africaine, passant par la CEDEAO. Tous les moyens de pression possibles et imaginables. Pour que ces deux institutions valident le projet français, à savoir de tout faire pour créer une guerre entre les Africains à partir du Sahel. Ils se sont rendus compte que bien que dans un premier temps, les élites de ces deux institutions ont fait semblant de répondre aux injonctions de Paris, le temps passant, ces élites commençaient à hésiter, à balancer dans des espèces d'atermoiements, parce qu'elles n'étaient pas dans la plupart des cas suivies par leur peuple et par leurs opinions, sur le plan national et sur le plan international. Les peuples de ce pays-là, qui sont les battent en guerre, d'une idiotie hors norme, pour créer une guerre interafricaine, disent à leurs élites et à leurs dirigeants du moment, j'insiste, à leurs dirigeants du moment, la guerre que vous voulez créer là, que vous voulez déclencher là, c'est votre guerre, elle n'est pas la nôtre. Nous n'avons pas un problème avec le peuple nigérien. Nous ne comprenons pas pourquoi, pour des questions, les arguties juridiques du type, c'est Bazoum qui est le chef d'État qui est reconnu, vous voulez aller faire la guerre à un pays tiers, surtout à sa population, avec la cohorte des conséquences que cela va produire. Donc, ces peuples ne sont pas du tout en adéquation avec les déclarations de leurs dirigeants. Donc ça pose un problème. Vous allez donc faire la guerre au nom de qui? Si le peuple lui-même est complètement en opposition avec cette volonté. Dans la plupart des pays dits démocratiques, pour déclarer une guerre, il faut l'aval du Parlement. Dites-moi un peu, que ce soit M. Tinubu, comment ça s'appelle encore là, Bola Tinubu, du Nigeria, que ce soit M. Ouattara, la Côte d'Ivoire, M. Macky Sall, du Sénégal, j'en passe. Quel dirigeant s'est référé à son Parlement pour que celui-ci lui donne le culture de déclarer la guerre au nom de la CEDEAO au Niger? Lequel? Tous ces parlements qui sont des représentants intermédiaires du peuple ne sont pas du tout consultés. Les présidents vont engager leurs armées, ces présidents félons, et par-delà leur peuple dans les guerres qui ne sont pas voulues par leur propre peuple. Ça pose un problème. Tout simplement parce que pour la France et l'Occident, il faut arrêter la saignée. Il faut arrêter, n'est-ce pas, ce jeu de domino qui a commencé en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, bon, la Guinée-Conakry, et qui se poursuit au Niger. La question que se posent les chanceliers occidentaux, c'est: appelle le Niger à qui le tour sur le continent africain?
Donc ils sont bien conscients que la guerre qu'ils ont déclarée sur le plan international contre ceux qui ont la volonté de participer à un monde multipolaire trouve son expression presque la plus achevée sur le continent africain, avec la détermination des pays africains, surtout ceux qui sont encore dans ce qui est considéré comme le pays carré français, de se réapproprier leur souveraineté. C'est une véritable catastrophe au-delà de la France, mais de tout l'Occident impérialiste. Ils sont en train de perdre quelque chose de très grave, qui va les obliger de ne plus pouvoir être en capacité de compétir d'égal à égal avec les puissances émergentes du monde actuel, que ce soit sur le plan militaire, comme sur le plan économique, et même géopolitique. Donc pour eux, il est question de jouer leur va-tout, quitte à créer une situation qui va créer des centaines de milliers de morts sur le continent africain. Et d'abord, d'ailleurs, ils s'en foutent. Ils nous ont montré des exemples. Je ne parle pas de l'Irak, je parle des exemples pour l'Afrique, les plus récentes. Ce qu'ils ont fait en Libye, en assassinant Kadhafi, en détruisant la Libye. Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, en bombardant le palais présidentiel de Laurent Gbagbo et en criant des milliers de morts. J'aime le rappeler. Officiellement, on ne parle de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Mais la commission Konan Banni nous avait parlé peu de 20 000 morts. D'ailleurs, Ouattara, qui avait mis en place cette commission, a refusé finalement de valider les conclusions de cette même commission. Donc, cette attitude guerrière trouve son fondement dans le fait que l'Occident risque de perdre tout ce qu'il obtenait de l'Afrique en termes de sources d'énergie. De privilèges, quoi, des avantages. Les privilèges sur les sources d'énergie, oui. Le sol, le sous-sol, surtout les énergies fossiles, qu'ils obtenaient pratiquement gratuitement. Parce que quand la France dit qu'elle achète de l'uranium du Niger, c'est faux, elle n'achète rien, elle prend ça gratuitement. Il y a du pétrole qui a été découvert au Niger. Le Niger est un axe central pour un holodique ou bien un gazoduc qui va partir du delta, pratiquement, du Niger au Nigeria, pour l'Algérie, dans les deux sens d'ailleurs. Il faut passer par le Niger. Donc si vous avez dans un exécutif nigérian, un peuple nigérien qui n'est plus du tout en accord avec la France et l'impérialisme occidental, tous ces projets-là sont dans l'eau. L'une des raisons de la guerre contre la Syrie, c'était parce que les Syriens avaient refusé l'accord qui permettait à l'Occident de faire transiter le gaz qatari par le sol syrien pour qu'il débouche au niveau de la Méditerranée. Donc il faut bien comprendre ces choses-là. Ces choses-là n'ont rien à voir avec le discours du blanc-bec Macron qui raconte qu'il ne répond pas aux injonctions des autorités actuelles nigériennes parce qu'elles ne sont pas légitimes. La seule autorité légale et légitime de ce pays, c'est M. Bazoum. C'est du n'importe quoi. Ça, en fait, si on n'était pas dans une situation grave, bon, ça prêterait un peu à un rire aux éclats. Le fond de cette affaire-là, c'est que comment ils vont faire pour continuer à s'accaparer de nos richesses indûment sans sortir le monde COPEC et avoir le consentement de certains de nos chefs d'État. Une révolte qui est en train de se transformer pratiquement en révolution sur le sol africain est en train de leur dire que c'est terminé. C'est ça qui justifie le référendum en République centrafricaine. Et c'est pour cela que pour ces gens-là, que ce soit le président Fossé Akar Touadéra, que ce soit le colonel Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, au niveau de Burkina Faso, le nouveau Sankara, sans compter les autorités nigériennes, je ne parle pas de la Guinée-Conakry, ce sont les gens qu'il faut éliminer. Il faut les éliminer totalement. Les conséquences d'une guerre au Niger ne vont pas seulement être circonscrites au Niger, c'est faux. Le Niger a des frontières communes avec l'Algérie, avec le Mali, avec la Côte d'Ivoire, avec le Bénin, je ne sais pas si c'est surtout le Togo, avec le Burkina Faso, avec le Nigeria, avec le Tchad, avec le Cameroun. Avec le Cameroun. N'oublions pas qu'à partir de lac Tchad, nous avons une frontière commune avec le Niger. Les gens, on l'oublie beaucoup. Donc vous voyez la bombe à sous-munitions qu'on veut balancer au Niger, au-delà de tuer les enfants d'Afrique. Au-delà, bon, je comprends pour Macron, il faut comment dire ça, il faut ramener la population nigérienne à sa portion la plus congrue. D'autant plus qu'elle a trouvé scandaleux qu'une femme nigérienne puisse avoir un ratio de 7 enfants. Donc il faut réduire cette population. Bon, je le comprends aussi parce que à force de dormir à côté de mémé, on ne sait pas ce que c'est le cri d'un enfant et l'importance d'un enfant. Donc voilà le fond du problème. Le fond du problème, il est éminemment à la fois économique, à la fois géopolitique, mais à la fois aussi de la capacité de l'Occident de continuer à tutoyer le reste du monde parce que c'est à partir d'un pays comme le Niger, et qui dit le Niger, on duplique ça
pour la Centrafrique, on le duplique pour le Mali. Il n'y a pas que de l'uranium, il y a l'or là-dedans, il y a le pétrole là-dedans, il y a le bois là-dedans, il y a les diamants là-dedans, etc., etc. Qui prennent gratuitement. Ok. Donc, je crois que les autorités françaises qui tentent de créer cette situation qui va apporter la guerre dans notre continent, il faut qu'elles sachent que la guerre, c'est comme un feu de brousse. Quand vous l'allumez, s'il ne fait pas attention, il devient très très difficile de circonscrire ce feu de brousse à un périmètre bien défini. Je ne leur fais pas un dessin. Eux-mêmes voient souvent quand il y a fait de forêt là-bas chez eux. Ces derniers temps, ils en payent le prix. Nous disons dans la France que, attention, vous ne pourrez pas tuer indûment les Nigériens, les enfants du Niger, les femmes du Niger, sans qu'il y ait des conséquences sur vous en France. Ça serait impossible. Donc il faudrait bien qu'ils s'assument cela. Quand on demande le départ de l'ambassadeur français au Niger, bon, écoute, mais je ne comprends pas cette affaire-là. C'est tellement idiot que je ne comprends même pas. Je peux décider d'être ton ami aujourd'hui, demain je décide de ne plus être ton ami. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Je peux dire que bon, à partir de aujourd'hui, on n'est plus des amis. D'accord. C'est une décision propre, non? Tout à fait. C'est une décision souveraine, non? On n'a même pas besoin de respecter sur les accords internationaux, soit quoi que ce soit. Je peux décider que bon, à partir d'aujourd'hui, on n'est plus des amis. Où est le problème? Est-ce que tous les pays du monde ont des relations avec la Corée du Nord? La France a des relations avec la Corée du Nord. Ça pose un problème. Pourquoi on refuse donc au peuple souverain du Niger, que ce soit des situations de retaliation comme les Anglais ou pas, de dire que bon, ok, bon, pour l'instant là, nous ne voulons pas avoir des relations diplomatiques avec vous. Ils n'ont pas le droit de le dire. Ils ont le droit de le dire. Donc c'est quoi cette affaire quand vous dites partez chez vous? Vous avez dit qu'on est pauvre, que nos armées sont faibles, que nous sommes dans une pauvreté endémique. On accepte que c'est vous, d'ailleurs, qui essayez de nous maintenir un peu la tête de l'eau avec vos subventions. On vous dit que bon, à partir d'aujourd'hui c'est bon. Restez avec votre subvention, restez avec votre argent. Laissez-nous mourir. C'est compliqué. Pourquoi ça poserait problème? Au contraire, je pense que la France qui a le problème aujourd'hui, du point de vue de son économie, son budget, on aurait pu se dire, ouf, bon débarras. Pourquoi ils insistent donc de rester au Niger s'ils n'ont pas justement des intérêts à y rester? Et ces intérêts n'ont rien à voir avec la lutte contre le terrorisme djihadiste, comme il l'appelle, rien à voir avec la protection de quoi que ce soit. Le fond du problème, ce sont les richesses d'Afrique. On veut nous tuer pour nos richesses. Le monde entier regarde l'attitude de l'Occident et de la France. D'accord. Les opinions mondiales regardent cette affaire-là. Nous disons à l'opinion française, ce que vos dirigeants veulent créer en Afrique, vous en assumerez les conséquences. Vous en assumerez les conséquences. L'Afrique ne vient pas embêter la France. La France doit laisser l'Afrique tranquille, reprendre sa marche en avant par rapport au cap qui s'est librement fixé. C'est ça aussi le sacro-saint principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, c'est vrai, à force d'avoir des rêves, d'embrasser une vieille mémé, on ne peut pas comprendre le futur. Mais c'est ça le futur. Et il faut que M. Macron et l'ensemble des élites politiques françaises le comprennent. J'en ai terminé la première partie. Merci beaucoup à vous, patient, parfait.